over het coronavirus. Hoe pakken we samen het coronavirus aan? Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour ce nouveau point d'information. Nous sommes le vendredi 9 mai. Nous allons aujourd'hui continuer à vous informer, à vous guider au mieux pour les étapes à venir. Et je vais céder immédiatement la parole à Yves Van Natem pour un point sur la situation épidémiologique. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors nous allons commencer aujourd'hui ce point par deux tendances dont vous avez déjà parlé pour vous montrer comment on va pour l'instant dans les deux marqueurs principaux qui vont nous permettre de suivre l'évolution de cette épidémie dans la population et de pouvoir ainsi donner les meilleures recommandations concernant l'impact des mesures de déconfinement. Le premier des deux indicateurs est l'absentéisme au travail. Comme on l'avait souligné il y a quelques jours, nous suivons l'absentéisme basé sur celui du milieu des fonctionnaires, diffus sur l'entièreté du pays et dans lequel les règlements sont identiques, ce qui nous permet de ne pas avoir de biais à ce niveau. En l'occurrence, on suit ainsi l'absentéisme de 83 000 fonctionnaires belges et on le compare aux années précédentes. Et dans le graphique que vous voyez, il y a une comparaison par rapport à 2018 et 2019. Cela nous donne donc une bonne indication de l'impact du coronavirus sur cette partie de la population. Bien sûr, toute absence n'est pas liée au coronavirus, mais en l'occurrence, toute augmentation de l'absence à cette période-ci de l'année pourrait être un indicateur de reprise de la pathologie. Comme vous le voyez sur le graphique en question, qui vous rappelle l'augmentation brutale qu'on a observée au début du mois de mars, on est actuellement avec un absentéisme totalement compatible et identique à celui qu'on a en 2018 et en 2019. Et donc ceci est un indicateur qui est dans le bon sens et qu'on voudrait bien sûr voir continuer ainsi. Autre indicateur, l'évolution des consultations pour syndrome grippal. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un suivi qui se fait normalement chaque hiver et qui se termine vers la fin mars au début avril lorsque la saison de grippe se termine. Il a été exceptionnellement continué cette année-ci parce qu'effectivement, parmi les symptômes fréquents du Covid-19, on retrouve des symptômes extrêmement proches de la grippe comme la température, des frissons, la toux, des douleurs musculaires. Dans le contexte actuel où la grippe a pratiquement disparu dans notre pays, la résurgence de syndrome grippaux serait quasi certainement liée à une résurgence du Covid-19 dans la population. Et comme vous le voyez dans le graphique, dans la semaine qui précède, le nombre de consultations a continué à diminuer dans toutes les régions et dans tous les groupes d'âge. Ceci est évidemment, là aussi, un signe positif. Cet indicateur va dans le même bon sens que celui de l'absence au travail. Alors après ces deux indicateurs généraux qui nous donnent donc confiance pour la suite du déconfinement et son début plus actif à partir du début de la semaine prochaine, que peut-on dire sur ce qui s'est passé durant les dernières 24 heures ? Durant les dernières 24 heures, on a pratiqué pratiquement 22 000 tests, 21 908, et vous voyez cette énumération au cours des derniers jours sur le graphique qui est devant vous. Par ailleurs, le nombre de nouveaux cas Covid-19 confirmés est de 591 nouveaux cas. Comme on vous l'a dit, l'important, ce n'est pas tellement le chiffre du jour que vous voyez dans la dernière petite barrette sur le graphique que vous voyez devant vous, mais c'est l'évolution du nombre de cas. Sur les 3 derniers jours, et si on compare sur une durée d'une semaine, cette évolution va dans le bon sens et montre une diminution de 5% par jour, donc tout à fait significative. C'est représenté par les petites barres bleues aussi que vous voyez en dessous du graphique. On veut voir du bleu et pas du rouge, donc nous restons là aussi dans le bon. Si on s'intéresse maintenant au nombre de patients qui sont entrés à l'hôpital, il y a eu 108 admissions durant les dernières 24 heures à l'hôpital. À nouveau, sur le graphique que vous voyez, les 108 sont représentés par la dernière barrette et la ligne verte vous montre qu'on continue à avoir un trend dans le bon sens, un trend à la baisse, en l'occurrence de l'ordre de 6% par jour sur les 7 derniers jours.
Si on voit les patients maintenant qui sont plus sévèrement atteints et qui se trouvent en soins intensifs, on peut noter qu'il existe encore 508 occupations de soins intensifs par les patients Covid positifs. Donc on approche maintenant du seuil des 500 avec à nouveau un trend de diminution, donc un trend favorable de l'ordre de 5% sur la dernière semaine. Et ceci nous permet de s'assurer que ce goulot d'étranglement des soins de santé n'est actuellement pas un problème potentiel pour le futur proche. On doit malheureusement encore déplorer le fait que 107 patients soient décédés. Heureusement, va-t-on dire, là aussi, le trend est favorable. Nous sommes sur une diminution de l'ordre de 5% par jour, si on le calcule sur une semaine, pour les 3 derniers jours qui nous concernent. Après ces chiffres, après ces tendances, je pense qu'il est important maintenant de s'attacher à 2 concepts et à les développer avec vous. On avait déjà développé le concept des symptômes précoces et de ceux qui doivent attirer l'attention de tout un chacun pour téléphoner, si nécessaire, à son médecin traitant. Et d'ailleurs, avant de parler du suivi des contacts, je pense qu'il faut rappeler une nouvelle fois à tout le monde quels sont les symptômes qui doivent vous faire penser que vous êtes éventuellement infectés par le Covid-19. Il s'agit bien sûr des symptômes classiques dont vous a amplement parlé, de température, de toux, d'être à court d'haleine, mais il ne faut pas oublier la fatigue intense, il ne faut pas oublier les douleurs musculaires, il ne faut absolument pas oublier les troubles du goût et de l'odorat qui ont été particulièrement bien étudiés en Belgique et dans lesquels nous avons, en Belgique, été parmi les premiers à les placer comme étant un marqueur important de l'infection précoce. Il ne faut pas oublier une diarrhée persistante pendant plusieurs jours qui n'aurait pas d'autre cause. Si vous présentez ces symptômes, on va arriver maintenant dans la notion du suivi des personnes qui ont été en contact avec vous. Pourquoi faut-il suivre les contacts ? Eh bien, il faut suivre les contacts parce qu'il faut ainsi éviter que les gens qui ont été en contact avec vous malades ne puissent par la suite propager la maladie à d'autres personnes. Et c'est là le point important. Ce suivi des contacts va se faire comment ? Eh bien, il va se faire en Belgique selon, je dirais, une bonne vieille technique employée depuis des décennies dans le suivi dans la communauté d'autres maladies infectieuses. On songe chez les enfants à la rougeole, on songe chez les enfants et surtout chez les adultes à la tuberculose, et il a fait la preuve de son efficacité dans ce contexte. On va simplement, avec plus de moyens, l'étendre à l'infection Covid-19. Comment cela va-t-il fonctionner ? Eh bien, si vous présentez des symptômes, et on les a revus ensemble il y a quelques instants, vous allez, 1, rester à la maison, et 2, téléphoner à votre médecin traitant. Je dis bien téléphoner et ne pas aller le voir. À ce moment-là, votre médecin traitant va voir si oui ou non, d'après lui, ceci peut correspondre à une infection Covid-19. Il va donc vous donner, s'il le pense, le conseil de venir soit le voir lui, soit un centre de prélèvement de manière à faire un test permettant de mettre en évidence la présence du virus au niveau de vos voies respiratoires supérieures, de la bouche et de l'arrière du nez. Vous irez le faire à un moment bien précis chez lui ou au centre en question, et ce sera la seule sortie avec un masque qui vous est alors autorisé. Vous allez rester chez vous et attendre pendant 24 à 48 heures le résultat de ce test. Vous ne serez pas seul chez vous, je pourrais me permettre de dire, parce que vous avez une famille éventuellement. Et si vous avez cette famille ayant été par définition en contact étroit avec vous pendant les jours précédents, va être considérée comme étant un contact à haut risque. Elle était à moins d'1,50 m de vous, elle était longtemps en même temps que vous dans la même pièce. Et donc ces personnes vont elles aussi devoir être isolées à domicile. Lorsque le test va revenir et que son résultat montrera soit qu'il est négatif, et ce sera une certaine libération pour tout le monde, soit qu'il soit positif, il va donc confirmer à ce moment-là le fait que vous êtes réellement infecté par le Covid-19. Le médecin, à ce moment-là, va donner votre numéro de téléphone à ce centre de contact. Et ce centre de contact va prendre contact, c'est l'occasion de le dire, avec vous. Il faut insister sur le fait que pour toute la Belgique,
ce seront les mêmes numéros qui seront employés et que seuls les numéros en question sont habilités à vous demander des informations et à vous poser des questions. Ces numéros sont le 02 214 19 19, 02 214 19 19, ou par SMS au 88 11, 88 11. Ces centres vont vous poser des questions sur les contacts que vous avez eus pendant les dernières 48 heures. On sait que c'est le moment où on est le plus sujet à transmettre la pathologie. Pensez donc peut-être déjà, pendant le temps où vous attendez le test, de faire une liste des contacts en question avec le plus d'informations pratiques, leur numéro de téléphone par exemple, ou leur adresse, pour pouvoir le donner au centre téléphonique qui vous contactera si vous êtes Covid positif au prélèvement. Pendant ce temps-là, bien sûr, vous restez à la maison, le médecin restera en contact avec vous et il verra le suivi de votre pathologie. Il est important de rester chez soi et le fait de rester chez soi permettra bien sûr d'éviter ainsi de transmettre la pathologie à d'autres personnes. Ce sera le cas potentiellement des contacts aussi. Le centre téléphonique discutera ce point avec eux. Je sais que beaucoup d'entre vous sont inquiets sur la confidentialité des données qui seront ainsi diffusées, si on peut dire. Alors quand je dis le diffuser, je le mets entre guillemets exprès, parce qu'il faut bien savoir que, ce centre de prise de contact se fait avec des personnes qui sont formées et qui ne peuvent pas diffuser l'information, que la base de données est une base de données sécurisée aux services de santé de notre pays. Elle n'est pas quelque part diffuse dans un cloud qui pourrait ainsi y être piraté, par exemple, et que ces informations sont des informations qui sont couvertes par le secret médical. Donc elles ne seront pas diffusées et pas employées à d'autres fins que celles de déterminer des personnes qui pourraient avoir été contaminées. Pendant ce temps-là, bien sûr, il n'y a pas à tergiverser, il faut continuer à appliquer les mêmes précautions que vous savez, c'est-à-dire se laver les mains, rester à distance sociale et rester bien sûr à la maison, rester à distance sociale à l'intérieur de la maison par rapport aux autres personnes. C'est une première information et je pense qu'elle est importante. Il faut bien comprendre l'utilité, mais aussi la sécurité de ce système de contact par rapport à vos données privées qui sont extrêmement importantes. Un deuxième point, je pense qu'il est important d'éclaircir aujourd'hui, c'est cette notion de silo, ou je préfère peut-être le mot de bulle, qui a été évoqué, puisque nous allons pouvoir étendre notre bulle à partir de ce dimanche à d'autres personnes. Effectivement, les foyers vont pouvoir rencontrer d'autres foyers. Alors quand on dit d'autres foyers, c'est un nombre limité de personnes, puisqu'on l'a bien dit, au total, on pourra ainsi rencontrer, et c'est une sorte de contrat tacite, seulement 4 autres personnes et pas un nombre plus important de personnes. Le but, bien sûr, en limitant ces contacts, c'est de limiter la propagation du virus. Une première chose, c'est de se dire que vous n'êtes pas obligé de rencontrer des personnes. Je sais que beaucoup d'entre nous ont envie de rencontrer des personnes, mais le fait de pouvoir rencontrer jusqu'à 4 autres personnes n'est pas une obligation. Si vous vous sentez plus à l'aise en ne le faisant pas, ne le faites pas, vous n'y êtes certainement pas forcé. Il faut savoir qu'en augmentant ainsi l'impact de sa propre bulle, on va essayer de ne pas augmenter et donner une voie royale au virus pour se propager dans la société. Et donc c'est quelque chose qu'il faudra extrêmement limiter par votre propre volonté. Il n'y aura pas de surveillance policière ou autre. C'est un contrat que vous faites par rapport aux autres et par rapport au bien-être et à l'hygiène de la société globalement parlant. En dehors de ces contacts qui vont devoir rester limités et qui ne permettront donc pas à chaque personne de rencontrer de multiples autres personnes, mais à un groupe, par exemple à un foyer, de rencontrer un autre groupe et seulement le groupe en question, il ne faut pas oublier que vous avez toujours le droit, pour des activités extérieures comme faire du sport par exemple, d'avoir 2 personnes
étrangère à cette nouvelle bulle qui vous accompagne. Donc en dehors de cette bulle sociale élargie, il y a une possibilité de voir pour chacune des personnes de la maisonnée, par exemple, 2 autres personnes qui vous accompagnent dans des activités sportives extérieures. Il faut aussi souligner le fait que les personnes âgées sont des personnes particulièrement vulnérables pour le virus. Et que ces personnes âgées peuvent bien sûr faire partie de la nouvelle bulle, par exemple vos grands-parents, qui vont venir fusionner avec la vôtre et être vos seuls interlocuteurs de proximité, va-t-on dire, pour le futur. Mais ce n'est pas parce que ces grands-parents entrent dans votre bulle qu'ils vont pouvoir y retrouver une activité qu'ils avaient parfois ou souvent dans le passé, c'est d'être des gardiens des enfants. Les grands-parents qui rentrent dans votre bulle vont devoir encore plus que les autres pratiquer le distanciement social, pratiquer les précautions de manière à éviter d'être infectés et donc ils ne pourront pas retrouver ce rôle ancien de garder les enfants comme c'était le cas. Insistons à nouveau sur le fait que c'est une bulle qui fusionne avec une autre bulle. Ce n'est pas les individus d'une bulle qui vont faire des visites dans d'autres bulles. Et donc, la famille voit 4 autres personnes et ne voit que 4 autres personnes. Ce n'est pas chacun des individus de la famille qui va pouvoir voir 4 autres personnes. Sans ça, on a effectivement le feu vert pour que le virus se propage rapidement dans la population. Si vous faites cela, tout nous montre qu'on doit pouvoir contenir l'expansion du virus, éviter une deuxième vague. Et je dirais que dans le contexte en question, on espère pouvoir dire que nous savons que nous pouvons compter sur vous. Merci. Goedemorgen iedereen. Bonjour tout le monde. We gaan nu de cijfers van de voorbije dag presenteren, als ook de evolutie van de epidemie in de voorbije dagen. Elke vrijdag zullen we u ook 2 bijkomende indicatoren voorstellen die ons iets kunnen leren over de evolutie van de epidemie. Het is zo dat wanneer we enkel naar de ziekenhuiscijfers kijken, dat dit een vrij late indicatoren zijn. Hospitalisaties beginnen pas toe te nemen een 2-tal weken na de initiële besmettingen. Dus vrij laat. Het is belangrijk dat we ook indicatoren volgen die vroegere signalen geven. Een van die bijkomende indicatoren zijn de afwezigheden op het werk. Op de grafiek hier ziet u een donkergroene lijn die de afwezigheid op het werk weergeeft wegens ziekte bij 83.000 Belgische ambtenaren. De donkergroene lijn is de curve voor 2020 en de andere 2 lijnen zijn de curves voor 2018-19. U ziet dat ergens rond medio maart er een duidelijke piek was in het ziekteverzuim bij de Belgische ambtenaren. Ondertussen is dat verdwenen en evolueert die curve nog steeds in de goede richting. Dit is interessant, want dit is een vroege indicator en dat toont dat er op dit ogenblik niet meer dan normaal mensen ziek zijn binnen de Belgische werkende bevolking en dan specifiek hier bij de ambtenaren. Een tweede indicator die we ook opvolgen en die ook een vroeg signaal kan geven, is de evolutie van het aantal raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige aandoeningen. En de rode curve toont u het aantal consultaties in 2020 voor een griepachtige aandoening. De eerste piek die is te wijten aan de piek veroorzaakt door het echte griepvirus, het influenzavirus. En de tweede piek is te wijten door de uitbraak van het coronavirus. Ook deze indicator evolueert heel gunstig. Momenteel zitten we ongeveer aan 89 raadplegingen per 100.000 inwoners voor griepachtige klachten bij de huisarts. Dat is een laag cijfer en dit is nog verder aan het zakken. Dus ook dit evolueert op dit ogenblik in goede richting. En dan ga ik verder met de evolutie van het aantal testen die in België gebeurd zijn. De voorbije dag werden er 21.908 testen gerapporteerd. Daarvan werden er 12.315 uitgevoerd door de reguliere klinische laboratoria en 9.593 werden uitgevoerd door het federaal
testplatform. De volgende curve toont dan de evolutie van het aantal bevestigde COVID-19-besmettingen. De voorbije 24 uur waren dat er 591. Op de curve kunt u de groene balkjes zien, die tonen het cijfer van de dag. En de donkergroene lijn die toont de evolutie van het 7-daags gemiddelde. De voorbije 7 dagen is de trend van het aantal nieuwe besmettingen nog steeds dalend en neemt af met ongeveer 5% per dag. Op de volgende curve ziet u de evolutie van het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis. De voorbije dag werden 108 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. En de voorbije 7 dagen is die trend nog steeds dalend, neemt af met ongeveer 6% per dag. Op de volgende curve ziet u de evolutie van het aantal patiënten die gehospitaliseerd zijn op intensieve zorgen. De voorbije 24 uur waren dat 508 patiënten die op intensieve zorgen verbleven. Daarvan werden er 339 beademd. Ook hier is de trend nog steeds dalend en neemt af met ongeveer 5% per dag. En op de laatste curve ziet u de evolutie van het aantal COVID-19-overlijdens. De voorbije dag werden er 107 nieuwe overlijdens gerapporteerd. De trend is ook hier nog steeds dalend en neemt af met ongeveer 5% per dag. En tenslotte hebben we nog 2 kernboodschappen voor u. Eerste kernboodschap in verband met de toekomstige organisatie van het contactonderzoek. Dus volgende week zal dit van start gaan. Het contactonderzoek is heel belangrijk om te verhinderen dat het virus nog verder kan verspreiden onder de bevolking. Die methode van contactonderzoek is niet nieuw. We voeren dit eigenlijk al decennia lang uit voor ziektes zoals mazelen en tuberculose, weliswaar op veel kleinere schaal. Nu gaan we dit ook beginnen uitvoeren voor COVID-19 op een veel grotere schaal. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Wel, alles begint natuurlijk met iemand die ziek wordt. En de symptomen waarvoor u moet opletten hebben we in het verleden al opgesomd. Zaken zoals plotse erge vermoeidheid, plotse spierpijn, het verlies van geur en smaak, maar ook symptomen zoals koorts, hoesten, waterige diarree, die niet kan verklaard worden door een andere oorzaak. Dat zijn alarmsignalen en dan is het belangrijk dat u onmiddellijk thuis blijft en uw huisarts belt. De huisarts kan dan beslissen om u al dan niet te laten testen. Wanneer de huisarts vermoedt dat u werkelijk COVID-19 hebt, is het ook belangrijk dat uw huisgenoten thuis blijven. Zij hebben immers meestal dicht contact gehad met u en zijn dan waarschijnlijk ook besmet. Wanneer de test positief blijkt te zijn, dan betekent dat dat u het virus hebt. En dan gaat uw dokter vragen om uw telefoonnummer te mogen doorgeven aan de contactonderzoeker. Deze contactonderzoeker zal u op zijn beurt opbellen en dat gebeurt steeds via een bepaald nummer. Dat nummer is 02 214 19 19. Dit kan ook via een sms met nummer 8811. De onderzoeker zal dan samen met u een lijst overlopen die uw contacten in kaart brengt. En dat zijn de contacten die u gehad hebt vanaf 2 dagen voor het begin van de symptomen. Het is zo dat mensen reeds besmettelijk kunnen zijn vanaf 2 dagen voor de eerste symptomen uitbreken. De besmettelijkheid blijft vervolgens nog duren tot ongeveer een 7-tal dagen na het begin van de symptomen. Wanneer die lijst is opgesteld, zal de onderzoeker uw contacten opbellen om hen op de hoogte te brengen dat ze waarschijnlijk blootgesteld zijn geweest aan een besmette persoon. Uw identiteit blijft daarbij geheim. Dit gebeurt in strikte anonimiteit en de privacy blijft altijd gewaarborgd.
De onderzoeker zal dan vragen aan de contactpersonen, zeker als het gaat om dichte contacten, om extra op te letten om geen andere mensen te besmetten. En wanneer er sprake is van een hoogrisicocontact, zal ook gevraagd worden dat de contactpersoon 2 weken thuis blijft en zoveel mogelijk contact met anderen vermijdt. Dat is belangrijk, want we weten dat het virus reeds besmettelijk is vooraleer de eerste symptomen optreden. En de enige goede manier om te verhinderen dat andere mensen reeds besmetten, voor ze symptomen krijgen, is juist dankzij dit contactonderzoek. Want dan kan u op voorhand al weten dat u mogelijk besmet bent en dat u contact met anderen moet mijden. Dus dit kan een grote impact hebben op het vermijden van verdere verspreiding van het virus. Verder zouden we ook nog wat meer informatie willen geven over de nieuwe maatregel die deze zondag in werking treedt, betreft het bezoek van huishoudens. Het is zo dat we vanaf zondag dat het mogelijk zal zijn dat 2 huishoudens bij elkaar op bezoek mogen gaan. En een huishouden, dat kan een gezin zijn, dat kunnen huisgenoten zijn, of dat kan ook een alleenstaande zijn. Gemiddeld genomen in een gezin zitten 4 personen, vandaar dat het getal 4 naar voren is geschoven hiervoor. Het is belangrijk dat we bij dit bezoek nog steeds de basisregels blijven respecteren. Hou zoveel mogelijk afstand van elkaar. Denk aan de handhygiëne. En als we die afstand niet kunnen respecteren, draag dan een mondmasker. Denk heel goed na met welk huishouden u wil afspreken. Het is belangrijk dat het huishouden dat u kiest, ook voor u kiest. En dat jullie binnen die kring blijven. Jullie gaan als het ware een soort van contract aan met elkaar, waarin jullie afspreken om elkaar te zien en niemand anders. Het huishouden waarmee u afspreekt mogen grootouders zijn. Zij kunnen dus op bezoek komen, maar opnieuw best de afstandsregels respecteren. En het is ook niet de bedoeling om grootouders te gaan inschakelen om op de kinderen te gaan passen. Buiten deze nieuwe, grotere bubbel, die in de toekomst mogelijk is, kan u nog altijd gaan sporten in de buitenlucht met 2 andere personen die eventueel ook vanuit een andere bubbel komen. Die moeten dan wel altijd dezelfde sporters zijn en ook weer met respect voor de nodige afstand. We raden af om vanaf zondag die 4 bezoekers die u mag ontmoeten, dat 4 mensen zijn uit verschillende huishoudens, verschillende gezinnen. Kies bij voorkeur 1 gezin, 1 huishouden waarmee u afspreekt. Want als die mensen uit verschillende huishoudens komen, gaat uw netwerk in één keer enorm uitbreiden. En dat creëert heel veel opportuniteit voor het virus om plots weer sterk te gaan verspreiden. Dus we raden dat af. Beperk uw kring. We rekenen op jullie om dit te respecteren in de toekomst. Dank u wel. Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, nous souhaitons reprendre et réaffirmer les propos que vous venez d'entendre de nos experts, car c'est essentiel pour nos comportements à venir. Le Conseil national de sécurité a décidé, mercredi, qu'à partir de dimanche, nous allons pouvoir reprendre, élargir quelque peu nos contacts sociaux. C'est un signal positif et plein d'espoir que nous attendions tous avec impatience. C'est une première étape prudente vers plus de contacts familiaux et de contacts sociaux. Cela donne une possibilité de revoir à nouveau les membres de notre famille, nos amis, mais bien sûr en respectant ces réflexes de santé publique que nous avons acquis ces dernières semaines. L'adaptation prudente de ces règles ne peut pas et ne doit pas vous donner l'impression qu'il y a un feu vert pour fixer à présent des rendez-vous de manière illimitée avec les membres de votre famille et vos amis. Si nous faisons cela, nous allons donner au virus le champ libre pour pouvoir se propager à nouveau sans entrave, sans grande difficulté dans notre société. C'est ensemble que nous devons veiller à
avancer étape par étape de manière sécurisée. Personne n'a intérêt à ce que, dans plusieurs semaines, nous soyons à nouveau confrontés à une courbe exponentielle du virus et à de nouvelles mesures renforcées. Certaines mesures, il est vrai, ne sont pas évidentes à contrôler et à vérifier, notamment par les services de police, mais ce n'est pas là le plus important. Le plus important, c'est que nous avons tous la possibilité de contrôler nos propres comportements. Et les virologues pourront observer nos comportements lors de ces rapports journaliers, malheureusement avec 2 semaines de retard. Et donc c'est pour ça que nous devons tous, maintenant, veiller à nos comportements qui, eux, vont déterminer la courbe. À chaque étape de ce processus de levée progressive des mesures, nous ne pourrons réussir que si chacun prend ses responsabilités. Nous comptons, comme nous avons pu le faire ces dernières semaines, depuis le début, sur cette solidarité et sur une citoyenneté responsable. C'est la seule façon que nous avons tous ensemble de réussir, alors faisons-nous confiance pour y parvenir. Les commerçants et les autorités locales ont aussi pris maintenant différentes mesures nécessaires pour permettre lundi la réouverture de différents commerces. Cela sera aussi à nous d'adopter de bons comportements, d'agir de manière raisonnable pour que cette nouvelle étape se passe aussi de la manière la plus sécurisée possible. Alors profitez de ce week-end, profitez des vôtres et avançons étape par étape, comme nous l'avons déjà expliqué, pour que nous puissions élargir nos espaces de vie tout en veillant à la santé les uns des autres. Ensemble, nous savons que nous pouvons le faire. Merci. Goedemorgen. De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdag beslist dat het vanaf zondag mogelijk is om beperkt sociale contacten te hebben. Dit is een hoopgevend en positief signaal waar we allemaal hebben naar uitgekeken. Dit is ook een eerste voorzichtige stap naar meer sociale en familiale contacten. Het geeft mogelijkheden om familieleden of vrienden, mits uiteraard het respecteren van een aantal voorzorgsmaatregelen, opnieuw te zien. Deze versoepelingen kan en mag echter niet aanzien worden als een vrijgeleide om ongelimiteerd af te spreken met familie en vrienden. Als we dit zouden doen, geven we het virus vrij spel om zich opnieuw ongestoord te verspreiden in onze maatschappij. We moeten er samen voor zorgen dat we een veilige stap vooruit zetten. Niemand is er echter bij gebaat dat we binnen een paar weken opnieuw worden geconfronteerd met een stijgende curve en de daaraan gekoppelde maatregelen. Sommige maatregelen zullen niet evident zijn om te controleren. Maar we hebben wel controle over ons eigen gedrag. En de virologen zullen, uiteraard met 2 weken vertraging, ons gedrag wel kunnen observeren in de dagelijkse cijfers. Meer dan ooit zal ons gedrag de curve bepalen. Elke stap in dit afbouwproces zal enkel kunnen slagen als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. We rekenen op de solidariteit en de burgerzin van iedereen. Enkel zo kunnen we hier samen uitkomen. Ook de winkeliers en de lokale besturen nemen de nodige veiligheidsmaatregelen om de opening van de winkels op maandag vlot en veilig te laten verlopen. Het is nu aan ons om op een verstandige manier om te springen met deze aanpassingen van de coronamaatregelen. Geniet van het weekend. Stap voor stap gaan we veilig vooruit. Dan kunnen we nu overgaan tot een aantal vragen die gesteld zijn door de journalisten. Welke plaats zou de serologische test kunnen innemen in de exit-strategie? Is er al een zicht op de duur en de sterkte van de immuniteit na een infectie? Wel, serologie zal een plaats kennen in de toekomst. Sowieso gebruiken we nu al serologie voor bevolkingsstudies. Dus het gaan opvolgen op regelmatige basis van hoeveel mensen zijn in totaal al blootgesteld geweest aan dit virus. We hebben al metingen gedaan in het verleden. Er gaan nieuwe metingen komen in de toekomst. We weten al ondertussen
Bij de mensen die bloed geven via het Rode Kruis, ongeveer 4% daarvan reeds is blootgesteld geweest, reeds is geïnfecteerd geweest met het virus. We verwachten dat dit nog gaat stijgen in de toekomst. Dus dit is een zeer belangrijke indicator die we opvolgen en daarvoor hebben we die serologietesten nodig. Anderzijds kan serologie ook gebruikt worden als een aanvullende test voor de diagnostiek, zeker in het ziekenhuis. Soms is de PCR-test negatief, omdat de patiënt al in een vergevorderd stadium van de ziekte zit. En dan kan serologie een aanvulling zijn om de diagnose te stellen. Serologie kan ook nuttig zijn in het kader van arbeidsgeneeskunde, om blootstelling op de werkplaats te gaan bewijzen. Ik denk dan in het bijzonder ook in de zorgsector. Dus dat zijn allemaal toepassingen en die gaan in de toekomst ook gebruikt worden. Betreft de duur van de immuniteit, daar tasten we nog een beetje in het duister. Het virus is te nieuw. De eerste besmettingen dateren nog maar van in China van december. Dus we weten niet precies hoe lang die antistoffen aanwezig blijven. Antistoffen zijn ook maar een deeltje van de immuniteit. Dus het is niet omdat iemand lage antistoffentiters heeft dat die niet beschermd zou zijn. Er zijn ook nog andere aspecten van de immuniteit die we niet meten. Ik vermoed dat mensen die antistoffen ontwikkelen een zekere bescherming zullen hebben, zeker tegen ernstige ziekten. Misschien niet noodzakelijk tegen een tweede infectie. We weten met andere coronavirussen dat mensen kunnen opnieuw besmet worden, ondanks dat ze antistoffen hebben. Maar meestal verloopt die besmetting heel mild en wordt men daar niet erg ziek van. Maar dit is voor dit virus eigenlijk nog onvoldoende in kaart gebracht en we moeten daar de studies van de toekomst ook nog wat voor afwachten. Quelle place donner aux tests de dépistage sérologique dans la stratégie de déconfinement? Quels éléments avez-vous sur la durée et le degré de l'immunité après une infection? Alors, les sérologies sont une procédure tout à fait normale et habituelle dans le suivi des maladies infectieuses, de manière globale, et tout particulièrement des épidémies. Ils permettent de voir combien de personnes ont été en présence de la maladie et d'évaluer ainsi l'éventuelle protection de groupe qui pourrait naître au sein d'une population. On sait qu'il y a un mois à peu près 3-4% de la population belge au niveau des donneurs de sang avait les anticorps contre le Covid-19. Une étude récente montre qu'on est monté aux environs de 6%. Ce reste un pourcentage qui est faible. Quel peut être l'intérêt de cette sérologie? Eh bien, elle est de montrer effectivement dans certains cas qu'un patient qui était testé négatif par les tests PCR est par ailleurs porteur au bout de 2 à 3 semaines d'anticorps contre le virus, confirmant ainsi une infection qui était éventuellement soupçonnée sur le plan clinique sans avoir été démontrée sur le plan de la détection du virus. Elle peut servir bien sûr au niveau de la médecine du travail pour différentes professions essentielles et on songe tout particulièrement au corps médical et paramédical qui a été exposé du virus et qui n'aurait pas manifesté des symptômes de l'infection. Elle pourrait aider à évaluer le taux de protection dans des sous-groupes plus à risque comme les personnes âgées. Et bien sûr, comme on l'a évoqué, elle est importante pour voir si une certaine immunité de groupe s'est installée. Quelle est la durée de cette protection? On n'en sait encore rien, il faut être clair. Cette maladie est toute récente, elle est née, si on peut dire, pratiquement au début de 2020, fin 2019. Et donc il est impossible de savoir si la protection sera là pour quelques années ou pour plus longtemps. Ce qu'on peut en tout cas espérer, c'est que les gens porteurs d'anticorps fassent éventuellement une maladie, mais une maladie moins sévère, moins importante que s'ils n'étaient pas porteurs d'anticorps. Tout ceci ne sera déterminé et compris qu'au suivi des années qui vont être devant nous. Il est actuellement trop tôt pour savoir l'intensité et la durée de cette protection. A-t-on déjà certaines indications concernant l'impact des premières mesures de déconfinement? Alors la réponse est particulièrement facile et courte. Non, effectivement, on n'a pas, pour une raison très simple, les mesures de déconfinement
viennent de commencer il y a quelques jours et on l'a signalé, il faut au minimum 5-6 jours pour avoir des premiers signes au niveau des maladies professionnelles, éventuellement au niveau des symptômes des voies respiratoires de type infection virale. Il faut plus longtemps pour l'hospitalisation, donc il est beaucoup trop tôt pour encore avoir maintenant un impact qui soit visible. Zijn er al aanwijzingen over de impact van de eerste versoepelingen van de maatregelen? Nee, daarvoor is het ook nog iets te vroeg. De eerste maatregelen zijn pas versoepeld enkele dagen geleden. Wanneer mensen besmet worden met het virus, ontwikkelen ze gemiddeld genomen pas een 5-tal dagen later de eerste symptomen. En we weten dat hospitalisaties meestal pas een 2-tal weken na de initiële besmetting plaatsvinden. Dus het is op dit moment nog iets te vroeg om bepaalde signalen te gaan opvangen daarover. Mag een familie met 4 leden afspreken met 2 leden van familie X en daarna met 2 leden van familie Y? Wel, we zouden dat liefst willen afraden. We hebben dat eerder al uitgelegd, dat we aanraden en er de voorkeur aan geven dat je afspreekt met leden van 1 ander gezin. Dus kies goed het huishouden waarmee u afspreekt en dat huishouden kiest dan voor uw huishouden en blijf binnen die vaste kring. We raden af om met mensen af te spreken die uit verschillende huishoudens komen, omdat op dat manier uw netwerk sterk uitbreidt en de mogelijkheden voor het virus om te gaan verspreiden sterk toenemen. Dus bij voorkeur kies 1 specifiek huishouden. Une famille de 4 personnes peut-elle voir 2 personnes qui font partie d'une famille X et ensuite 2 personnes d'une famille Y? Alors, le principe, comme on en a parlé il y a quelques minutes, c'est d'essayer de limiter au maximum les contacts en question. Et que si on décide d'avoir des contacts au sein d'une famille comme la famille de 4 personnes, on choisit un groupe d'autres 4 personnes, ou de 2 personnes, ou 3 personnes, ou 1 personne, comme on voudra, mais d'un groupe limité, bien défini. La situation est effectivement extrêmement différente d'un endroit à l'autre, d'une famille à l'autre, surtout avec des contextes de familles recomposées, comme on les connaît assez fréquemment actuellement. Si on prend l'exemple spécifique que vous nous citez, la famille peut rencontrer 2 personnes de la famille X en même temps ou pas que 2 personnes de la famille Y, et ce sera toujours les mêmes 2 fois 2 personnes. Elle peut les rencontrer simultanément ou elle peut les rencontrer séparément. Un jour, les 2 personnes de la famille X, un jour, les 2 personnes de la famille Y, mais elle ne pourra pas rencontrer d'autres personnes de ces familles ou d'autres familles. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce point d'information. Merci de vous informer pour mieux comprendre et surtout pour mieux agir à votre niveau. On se retrouve lundi à 11h et nous serons là pour toujours vous informer et surtout vous accompagner dans ces étapes petit à petit. Geniet van het weekend en stap voor stap gaan we veilig vooruit. Dank je wel.